Dans cette capsule vidéo, il sera question des forces intermoléculaires. Avant d'entrer dans le vif du sujet, parlons un peu des phases de la matière. Prenons l'eau par exemple. Nous savons que dans les conditions ambiantes, l'eau préfère être à l'état liquide. Par contre, si nous la chauffons à haute température, elle voudra passer à l'état gazeux. Donc, à l'état liquide, les molécules d'eau sont très près les unes des autres, alors qu'à l'état gazeux, elles vont se distancer énormément. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'à l'état liquide, les molécules d'eau vont vouloir rester proches les unes des autres? Eh bien, il va y exister des forces attractives entre les molécules d'eau qu'on va appeler forces intermoléculaires. Ça va être le thème du vidéo, donc on va essayer de comprendre en quoi consistent ces forces attractives qui vont faire en sorte que les molécules vont rester à proximité les unes des autres. Avant de parler des forces intermoléculaires, on va faire la distinction entre forces intermoléculaires et forces intramoléculaires, ce qui est très différent. Si on prend une molécule d'eau, une seule molécule, on sait que les hydrogènes sont attachés aux oxygènes par des liaisons chimiques, et ces liaisons chimiques-là vont être des forces intramoléculaires. Les forces intramoléculaires, c'est-à-dire les liaisons chimiques, sont des forces beaucoup plus fortes que les forces intermoléculaires. Par exemple, dans une molécule d'eau, si on veut briser une liaison OH, ou en fait, si on veut briser une mole de liaison OH, il va nous en coûter 930 kJ, alors que si on veut briser une mole d'interaction intermoléculaire entre deux molécules d'eau, il va nous en coûter seulement 41 kJ. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on chauffe de l'eau liquide à très haute température, on est capable de séparer les molécules les unes des autres pour former de l'eau à l'état gazeux, mais on ne sera jamais capable, du moins pas à la maison, seulement en chauffant, là, mais de séparer ou de briser une liaison chimique, parce qu'il faudrait vraiment fournir énormément plus d'énergie pour être en mesure de briser cette liaison chimique-là, qui est une liaison intramoléculaire. Encore une fois, quand on chauffe de l'eau liquide, on obtient de l'eau gazeuse, mais la molécule demeure intacte, donc les interactions intramoléculaires ne sont pas brisées, seulement les interactions intermoléculaires le sont. Maintenant que nous avons fait la distinction entre les forces intermoléculaires et les forces intramoléculaires, voyons quels sont les 5 types de forces intermoléculaires. Donc, nous aborderons les forces de dispersion, aussi appelées forces de London, les forces dipôle-dipôle induit, aussi appelées forces de Debye, les forces dipôle-dipôle, aussi appelées forces de Keesom, les liaisons hydrogènes et les forces ion-dipôle. On va commencer par voir la force dipôle-dipôle, tout simplement parce que c'est la force qui est la plus facile à comprendre en premier. Donc, en quoi consistent les forces dipôle-dipôle? Donc, les forces dipôle-dipôle vont être des forces qui vont survenir lorsque deux molécules possédant des dipôles, c'est-à-dire lorsque deux molécules polaires, vont venir à proximité l'une de l'autre. Ici, j'ai choisi la molécule HCl. On sait que la molécule de HCl est une molécule polaire puisque la liaison est polarisée. Comme le chlore est plus électronégatif, le chlore va posséder une charge partielle négative et l'hydrogène va posséder une charge partielle positive, de sorte que si deux molécules de HCl viennent à proximité l'une de l'autre, eh bien, elles vont se positionner pour que le delta- d'une des molécules fasse face au delta+ de la molécule voisine, pour que justement il y ait une interaction électrostatique attractive entre le delta- d'une molécule et le delta+ d'une autre molécule. Et ce petit trait jaune là, ici en pointillé va correspondre à une interaction intermoléculaire de type dipôle-dipôle. Donc, il y a une liaison HCl ici qui est forte, et il y a une interaction plus faible ici qui est la force dipôle-dipôle. Donc souvent, là, quand on a un réactif chimique, on n'a jamais seulement deux molécules. Par exemple, si on met du HCl dans un bécher, on aurait des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de molécules. Puis si on représente le HCl par un petit bâtonnet et qu'on a, par exemple, ici 9 molécules l'une à côté de l'autre, ben on voit que chaque petit bâtonnet qui correspond à une molécule, bien ici on va mettre notre delta+ vis-à-vis un delta-, delta+ vis-à-vis un delta-. Puis si on va vers le bas, on voit que les delta+ et les delta- vont se reverser de côté pour vraiment favoriser les interactions électrostatiques entre les delta+ et delta- pour qu'on ait un maximum d'interactions dipôle-dipôle entre chaque molécule de HCl. En conclusion, il faut retenir que les forces dipôle-dipôle sont des forces électrostatiques attractives entre deux molécules polaires. Maintenant, voyons à quoi consistent les forces dipôle-dipôle induit, aussi appelées forces de Debye. Donc, les forces dipôle-dipôle induit vont survenir lorsqu'on a une molécule polaire. Donc, encore une fois, j'ai pris le HCl, et une molécule ou un atome qui est non polaire. Dans ce cas-ci, j'ai pris le dioxygène, qui est un composé qui est non polaire parce que la liaison est non polarisée. Si je représente le HCl sous forme ovale ici, et que je mets mon delta- à droite et mon delta+ à gauche pour représenter les charges partielles sur le H et sur le Cl, et que je représente mon dioxygène ici sous forme sphérique, où il n'y a pas de delta+ et de delta-, on pourrait penser, à prime abord, qu'il n'y aura pas
d'interaction électrostatique entre les deux, parce qu'il n'y a aucun dipôle ici qui voudrait faire une interaction électrostatique attractive avec les dipôles de mon HCl. Par contre, ce qui va se produire, c'est que comme j'ai un delta- de mon HCl, ça veut dire qu'il y a une plus grande densité électronique d'électrons à la droite de ma molécule. Puis on sait que des charges négatives vont repousser d'autres charges négatives, ce qui veut dire que les électrons qui se retrouvent à la droite de mon nuage électronique vont venir repousser les électrons du nuage électronique du O2, ce qui va venir induire un dipôle. Pourquoi va venir induire un dipôle? Parce que dans mon O2, en fait, il y a 16 électrons qui sont distribués uniformément au départ. Mais là, comme il y a un delta- ici qui va en quelque sorte effrayer les électrons, qui va repousser les électrons vont plus se distribuer vers la droite, laissant un delta+ à la gauche du nuage électronique. Donc, il va y avoir un petit delta+ qui va se créer ici. Il va y avoir un petit delta- qui va se créer ici. Puis c'est ce qu'on va appeler un dipôle induit. Un dipôle induit, c'est ce qui apparaît dans une molécule dans laquelle il n'y a normalement pas de dipôle, mais lorsque cette molécule-là dans laquelle il n'y a pas de dipôle se rapproche d'un dipôle, bien, il y a un dipôle qui va apparaître dû justement à la répulsion des électrons du delta- ici. La ligne pointillée ici jaune va représenter la force dipôle induit. Ce qu'il faut retenir, c'est que la force dipôle induit, c'est une force entre une molécule polaire, par exemple ici le HCl, et une molécule ou un atome qui est non polaire. Ça me permet d'aborder un concept très important qui est le concept de polarisabilité. Donc, c'est quoi ça, la polarisabilité? C'est la facilité avec laquelle le nuage électronique d'un atome ou molécule peut être déformé. Ça veut dire quoi, ça? Bien, on le dit, au départ, dans mon O2, là, il n'y avait pas de delta+ et de delta-. Les électrons étaient répartis uniformément dans le nuage électronique. Il n'y avait pas de déformation. En présence d'un dipôle, il peut y avoir déformation du nuage électronique. Puis, ce n'est pas toutes les molécules ou les atomes qui vont avoir la même facilité à déformer leur nuage électronique. Si je prends par exemple la molécule de S2, puis que je me pose la question entre le S2 et le O2, lequel va avoir la plus grande polarisabilité, eh bien la règle c'est que plus une molécule ou un atome possède d'électrons, plus sa polarisabilité va être grande, ce qui veut dire plus il va avoir une grande facilité à déformer son nuage électronique et plus il va avoir de facilité à développer une grande charge partielle positive ou une grande charge partielle négative. De sorte que si mon S2 vient à proximité de HCl, eh bien HCl c'est un dipôle permanent. Il va faire apparaître un dipôle induit dans mon S2, mais comme le S2 a un plus grand nombre d'électrons, il a une plus grande polarisabilité, il a la capacité de faire une plus grande déformation de son nuage électronique, donc il y a un plus grand delta+, delta- va apparaître. La force électrostatique attractive entre le HCl et le S2 va être plus grande. Donc la force dipôle induit entre S2 et HCl est plus grande que la force dipôle induit entre O2 et HCl en raison de la plus grande polarisabilité du S2. Voyons maintenant en quoi consistent les forces de dispersion, aussi appelées forces de London. Première chose à savoir, c'est que ces forces sont présentes dans toutes les molécules et dans tous les atomes, qu'ils soient polaires ou non polaires. Par contre, on va seulement s'attarder ici à des exemples où les molécules ou atomes sont non polaires. Mais il faut comprendre que l'exemple qu'on va faire va autant être applicable aux molécules polaires. Pour les bienfaits de l'exemple, prenons par exemple un atome d'hélium. On sait que l'hélium, dans les conditions ambiantes, veut être un gaz. C'est un gaz, mais si on le refroidit à très basse température et à très haute pression, on est capable de le transformer à l'état liquide. Et s'il est capable d'être à l'état liquide, eh bien c'est parce que les particules vont être capables d'avoir des interactions attractives. Donc, il peut y avoir des forces intermoléculaires attractives entre des atomes d'hélium, même si ces atomes-là, à prime abord, ne sont pas polaires, donc ils n'ont pas de delta+ ou de delta-. Donc, comment les atomes d'hélium font-ils pour s'attirer et demeurer à l'état liquide? Eh bien, on sait que dans un atome d'hélium, il y a 2 électrons. Les électrons sont constamment en train de se promener dans le nuage électronique. En moyenne, il y a une distribution uniforme des électrons dans le nuage électronique. Ceci dit, il se pourrait qu'à un moment précis, supposons qu'on prend une photo là, à un moment donné, bien, on s'aperçoive que tout d'un coup, il y a une plus grande quantité d'électrons, une plus grande densité électronique dans une partie de la molécule. Puis si on attend un petit peu, puis on prend une autre photo plus tard, bien, on pourrait se rendre compte que tout d'un coup, il y a une plus grande densité électronique dans une autre section de la molécule. Donc ça va donner lieu à ce qu'on appelle un dipôle instantané. Donc un dipôle instantané, c'est un dipôle à un moment précis. Si on dit stop, si on prend une photo, il se peut qu'à un moment, la distribution ne soit pas
uniforme, même si en moyenne, sur un grand laps de temps, la distribution va être uniforme. Si à un moment donné, il y a un dipôle instantané qui apparaît, eh bien ce dipôle instantané qui n'existe que pour un bref instant pourrait induire un dipôle dans l'atome ou la molécule voisine, de façon analogue à ce qu'on a vu pour l'interaction dipôle-dipôle induit. Donc, ce petit dipôle instantané pourrait induire un dipôle pour faire apparaître un delta plus et un delta moins dans cet atome ou dans une autre molécule, ce qui pourrait donner lieu à une interaction entre les deux atomes qu'on appellerait l'interaction dipôle instantané, dipôle induit, ou qu'on appellerait également la force de dispersion, ou qu'on appellerait également la force de London. Donc, toutes ces trois expressions-là sont des synonymes. Et c'est ce qui explique que des atomes d'hélium peuvent avoir des interactions attractives pour exister à l'état liquide. Mais évidemment, comme ce dipôle instantané n'existe que pour un très court laps de temps, l'interaction ne durera pas très longtemps. C'est pour ça que les petites interactions jaunes sont très faibles et c'est pour ça que, par exemple, l'hélium préfère exister à l'état gazeux. C'est pour ça que beaucoup de petites molécules non polaires vont exister sous forme de gaz parce que les forces de dispersion sont des forces qui sont très faibles. En conclusion, il faut se souvenir que les forces de dispersion sont présentes chez les atomes et les molécules non polaires, ce qui explique que des atomes comme le He peuvent avoir des interactions intermoléculaires et peuvent exister à l'état liquide. Mais les forces de dispersion existent aussi dans les molécules polaires. En fait, toutes les molécules possèdent des forces de dispersion, mais comme les molécules polaires possèdent aussi des forces de type dipôle-dipôle qui sont plus fortes, souvent on tiendra moins compte de la présence des forces de dispersion dans de telles molécules. Donc les forces de dispersion, c'est surtout important d'en tenir compte dans les atomes non polaires et dans les molécules non polaires. Passons maintenant au quatrième type de force, qui sont les forces ion-dipôle. Donc comme le nom le dit, les forces ion-dipôle vont être des forces qui vont exister entre un ion positif ou un ion négatif et un dipôle. Encore ici, j'ai utilisé le HCl comme exemple. Donc, si j'ai un ion positif, soit un cation, eh bien, mon HCl va se positionner de sorte à mettre le delta- de la molécule face à mon ion positif, alors que si j'ai un anion ici, mon HCl va se positionner de sorte à mettre le delta+ de la molécule face à mon anion pour que, justement, il y ait une interaction électrostatique attractive entre la charge positive ou la charge négative ici et le delta- ou le delta+. Donc, ça correspond à des interactions ion-dipôle. Un exemple concret d'une telle interaction qu'on utilise pratiquement tous les jours, c'est l'exemple de la dissolution du NaCl dans l'eau. Donc, si on met du NaCl dans l'eau, on va obtenir du Na+ et du Cl- à l'état aqueux. On sait que la structure d'une molécule d'eau est la suivante. La liaison OH est polarisée vers le haut, donc il y a des delta+ sur les hydrogènes et un delta- sur l'oxygène. Et si on met du Na+ en solution aqueuse, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, les molécules d'eau vont venir à proximité de notre atome de sodium. Et ici, j'ai représenté les molécules d'eau avec des petits ronds. Donc, ici, le rond rouge représente l'atome d'oxygène et les petits ronds blancs représentent les deux atomes d'hydrogène. Et puis, j'ai mis des delta- sur le rond rouge parce que, justement, les ronds rouges sont mes oxygènes et il y a un delta- sur mon oxygène. Toutes les molécules d'eau vont orienter leur atome d'oxygène vers le cation sodium parce que de cette façon, il peut y avoir une interaction électrostatique entre le delta- de la molécule d'eau et la charge positive du cation pour avoir ici des interactions ion-dipôle. Puis ici, on peut voir que même ça fait 6 interactions ion-dipôle pour un ion Na+. Donc, si du NaCl c'est soluble dans l'eau, c'est parce que l'ion Na+ peut se faire stabiliser de cette façon-là. Puis en fait, l'ion Cl- se ferait également stabiliser. Mais maintenant, c'est pas le delta- de l'eau qui ferait face au Cl-, mais c'est plutôt le delta+ des molécules d'eau qui ferait face au Cl-. Donc ce phénomène-là par lequel un ion se fait entourer de molécules d'eau pour venir faire une stabilisation va s'appeler le phénomène d'hydratation. Finalement, le dernier type de force intermoléculaire dont il va être question dans cette vidéo est la liaison hydrogène, qu'on appelle aussi pont H. Puis ici, il faut faire attention. On appelle cette force liaison hydrogène, mais en réalité, il ne s'agit pas d'une vraie liaison chimique. Il s'agit d'une interaction intermoléculaire. On l'appelle liaison hydrogène parce que c'est une interaction qui est quand même relativement forte, mais encore une fois, ce n'est pas une vraie liaison entre deux atomes, mais c'est bien une interaction intermoléculaire entre deux molécules différentes. Donc, c'est un type spécial d'interaction dipôle-dipôle, et pour avoir une liaison hydrogène, il faut que deux conditions soient respectées.
Dans un premier temps, il faut avoir un hydrogène qui participe à une liaison très polarisée avec un F, un O ou un N. Donc, il faut avoir une liaison HF, HO, HN. Et de l'autre côté, on a besoin d'une molécule sur laquelle il y a un F avec un doublet libre, un O avec un doublet libre ou un N avec un doublet libre. Ainsi, il peut y avoir une liaison hydrogène entre le H ici et le F, entre le H ici et le O, ou entre le H ici et le N. Et en fait, on peut faire aussi des interactions croisées. Là, on n'est pas obligé de seulement avoir le H attaché à un F avec le F. Par exemple, un H lié à un atome de fluor peut faire un pont H avec un oxygène possédant un doublet libre ou avec un azote possédant un doublet libre. Un hydrogène faisant une liaison à un oxygène peut faire un pont hydrogène avec un fluor possédant un doublet libre ou avec un azote possédant un doublet libre. Et finalement, un hydrogène attaché à un azote peut faire un pont H avec un oxygène possédant un doublet libre ou un fluor possédant un doublet libre. Voyons quelques exemples de molécules pouvant faire des ponts hydrogène. Si on a deux molécules d'eau qui sont l'une à côté de l'autre, dans les molécules d'eau, je vois ici que j'ai au moins un atome d'oxygène sur lequel il y a un doublet libre. Et dans les molécules du bas, je vois que j'ai un hydrogène faisant une liaison avec un hydrogène, ce qui veut dire qu'il peut y avoir un pont hydrogène entre cet oxygène-ci et l'hydrogène attaché à un oxygène. Deuxième exemple, si j'ai une molécule de HF ici, donc j'ai au moins un atome de fluor sur lequel il y a un doublet libre, et si j'ai une molécule de NH3 ici, bien, j'ai au moins un hydrogène faisant une liaison avec un azote. J'ai les deux conditions qui sont respectées pour faire un pont H. Il y aura donc un pont H entre l'atome de fluor ici et l'atome d'hydrogène attaché à un atome d'azote. Finalement, si j'ai les deux molécules présentées ici, il peut y avoir un pont H. Donc, si je prends la molécule du bas, je vois qu'il y a un oxygène ici sur lequel il y a au moins un doublet libre. Et sur la molécule du haut, il faut faire attention, ici j'ai un hydrogène, mais l'hydrogène est attaché à un carbone, et tantôt on a vu que le carbone n'était pas un des atomes qui était toléré ou qui était accepté pour pouvoir faire une liaison hydrogène. Par contre, ici j'ai un hydrogène attaché à un atome d'oxygène, donc cet hydrogène-là peut participer à une liaison hydrogène. Il y aura donc une liaison hydrogène entre cet oxygène-ci et l'oxygène ayant un doublet libre plus bas. Donc il y a une interaction intermoléculaire qui se fait à cet endroit-ci. En résumé, nous avons vu les 5 types de forces intermoléculaires, sur les forces de dispersion, les forces dipôle-dipôle induit, les forces dipôle-dipôle, les liaisons hydrogènes, les forces ion-dipôle. Et ce qu'on n'a peut-être pas mentionné spécifiquement, c'est que de la façon dont elles sont écrites ici, elles sont écrites en ordre croissant de leur force, c'est-à-dire que les forces de London vont être les interactions intermoléculaires les plus faibles, et les forces ion-dipôle vont être les forces intermoléculaires les plus fortes.